Harold, nous sommes à Bruxelles, dans le beau quartier des Sablons, le quartier des antiquaires notamment. Vous devez bien le connaître, ce quartier. Absolument. Et nous allons rencontrer Guy. Alors Guy, c'est un docteur en médecine qui collectionne les objets érotiques. Il y en a plus de 800, toutes les matières, tous les continents. On va voyager à travers le temps sur le thème de l'érotisme. Alors allons-y, à la rencontre de Guy. Bonjour Guy, merci de nous accueillir. Bonjour. Sophie. Bonjour Guy. Bonjour. Harold. Guy, docteur en médecine. Oui, Il en paraît que effet. vous auriez souhaité faire des études d'histoire de l'art. Oui, j'ai toujours été intéressé par l'art, déjà tout jeune. J'allais souvent visiter des musées avec mes parents et j'étais surtout attiré par des tableaux mythologiques. Mais vous aviez décidé de collectionner des objets mythologiques ou... Mythologiques et érotiques. Et alors pourquoi cette idée de collectionner des objets érotiques? Je me disais, il n'y a pas de musée érotique C'est ça. nulle part au monde, ou pratiquement pas. D'accord. Oui, Donc oui. c'était vous démarquer par rapport Oui. à d'autres collectionneurs. Oui. Et j'ai commencé à 17 ans en achetant des petits ivoires. À l'époque, il ne fallait pas de papier pour les ivoires. Et en achetant le premier, j'étais tellement content de l'avoir. J'admire la matière. Et donc, j'ai continué à acheter plein d'ivoires pendant 3 ans au moins, rien que de l'ivoire. Et après, j'ai commencé à diversifier. Alors cette collection s'étend sur 3 étages? De 3 étages, oui. Et ben, il y en a des objets. Oui, il y a Dessus. environ 650 objets exposés. Et parce qu'en vrai, vous en avez combien? En tout, on en a 900. Alors, on poursuit. Ah oui, on a des pièces. Alors, l'idée, c'est quand même de montrer que dans tous les pays et à tous les siècles, ça a été un centre d'intérêt, Tout à fait. l'érotisme. Oui, c'était mon but de présenter donc toute l'histoire de la sexualité dans le monde. Alors, on commence par des pièces très anciennes. Oui, alors là, c'est le monde de l'archéologie gréco-romaine. Alors, par exemple, vous avez ici une statuette intéressante. Alors, c'est une figurine qu'on appelle ityphalique, je crois. Oui. On les suspendait à l'entrée des maisons. Et pourquoi cette forme-là? Eh bien, parce que on pensait qu'un phallus éloignait le mauvais œil et, Tout à fait. et portait bonheur. Et donc, Voilà. il faut bien se remettre dans cette mentalité du monde gréco-romain. Le phallus n'a rien de scabreux. C'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. On le porte en amulette. Les enfants, on leur faisait porter des petits pendentifs ityphaliques pour les protéger des maladies, du mauvais œil. Cette Tout à vision fait. a évidemment complètement changé avec le christianisme. Oui, mais voilà, oui. dans le monde antique, toutes ces choses-là font partie de la vie et de la vie quotidienne. Bien sûr. Voilà, donc dans la partie basse de la vitrine, vous avez donc le monde gréco-romain, et puis dans la partie supérieure, vous avez le Tout monde à fait, égyptien. tout avant, oui. Voilà. Égyptien. Ici, vous avez le dieu Min, le dieu le plus important pour la sexualité. Il est facilement reconnaissable parce qu'il a dans sa main droite pour battre le blé. Et donc, il se masturbe. Quelle est l'idée là derrière? C'est tout simplement qu'en répandant son sperme, il fertilise la terre. Donc, l'homme est associé à la terre, la femme est associée à l'élément liquide, à l'eau. Vous avez ici le dieu Bès avec sa femme B7, vous voyez qu'il y a une cruche. Et là-dedans, il y a de la bière. Donc, elle boit de la bière. Vous voyagez beaucoup pour rapporter ces objets? J'ai pas mal voyagé, mais disons quand même 70% de la collection vient de Belgique. Alors, vous nous parliez de petits objets en ivoire. Donc, le premier objet que vous avez acheté doit être par là. Il est là-dedans, oui, mais je sais plus lequel c'était. Alors, ces petits objets un petit peu particuliers, on appelle ça des netskés. Alors, regardez, Sophie, si vous en prenez un, vous allez voir qu'il y a des petits trous quand vous le retournez. Voilà, vous avez un premier trou et puis un autre qui est caché par l'étiquette. Et ces netskés étaient portés, accrochés à un petit cordon à la ceinture et permettaient de maintenir des petites boîtes qu'on appelle les inros. J'ai des inros dans une autre vitrine. Et qui servaient à et quoi? alors, ces inros servaient eh bien, à ranger des petits objets personnels. Tout à fait. Et ça fait vraiment partie de la culture japonaise. Alors, Donc, c'est japonais. c'est japonais. C'est en ivoire et ça date de quelle époque?
époque, ces petits objets en Bon, ivoire? ceux-là, ils doivent être du 19e siècle. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que les netsuke ne sont pas forcément érotiques. Il y en a en forme, Oui, bien sûr. de fruits, en forme de fleurs, et d'autres un petit peu plus polissons, comme celui que vous avez, Sophie. Un petit peu plus, carrément même, on peut dire. Et donc, les Japonais avaient une imagination absolument débordante pour décorer ces netsuke. Alors, on va changer de continent et... Ici, il y a un peu de tout. En haut, vous là, c'est avez du des précolombiens. colombien, exactement. Donc c'est assez fou de se dire que, en fait, c'est un sujet complètement universel. On retrouve à ça fait. dans toutes les cultures, à toutes les époques, dans toutes les matières. En bronze, en ivoire, en verre, en bois, en métaux divers et variés. Alors, on a fabriqué des objets érotiques en France et vous avez quelques exemples d'objets d'ivoire fabriqués à Dieppe. Dieppe Oui, a été oui. un centre de production très important d'objets en ivoire du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et vous avez dans cette vitrine des pièces caractéristiques de ce très beau travail de Dieppe. Alors, regardez, ici, par exemple, on a une scène licencieuse avec une bonne sœur, un curé. Alors, notez déjà que les personnages sont un peu plus habillés que dans les pièces asiatiques. Donc là, on est à quelle époque? Fin 18e ou début 19e? Oui, c'est ça. Alors, ces sculptures étaient destinées principalement à une certaine élite qui les collectionnait et qui les conservait dans des cabinets de curiosité. C'était pas des sculptures qu'on exposait au grand public. On ne montrait ça qu'à ses amis proches, puisque ces choses licencieuses étaient parfaitement réprouvées par la morale à l'époque. Alors, il y a dû y avoir des époques plus libertines que d'autres, où on s'amusait plus des objets érotiques qu'à d'autres. Alors, le XVIIIe siècle français est effectivement connu pour son ton libertin. Il y a eu une production importante d'objets érotiques, mais toujours dans le cadre des cabinets de curiosité. C'était jamais diffusé auprès du grand public. Ça restait quand même très secret. Dans la vitrine, il y a des petits verres d'eau. Ils servent à quoi? Il faut savoir que l'ivoire est une matière vivante. Elle absorbe l'humidité. Et alors, les pièces anciennes, souvent en ivoire, sont fissurées à cause du fait qu'elles n'ont pas eu assez d'humidité. D'accord, donc c'est pour ça que vous laissez l'eau s'évaporer pour Oui. humidifier Un petit flacon, l'atmosphère. elle est vite en 15 jours. Hein. Vous achetez tous les jours? Comment vous... à quel point, Quand même pas, mais ça enfin, vous taraude, cette Disons que passion oui, de la il y a une période où collection? j'ai acheté plusieurs pièces par mois. Mais bon, maintenant je me suis calmé. Et comment vous achetez? Vous allez... C'est au coup de foudre. Et vous revendez certaines pièces? Non, on ne vend Jamais. pas. On vend pas. Alors, dans la vitrine des bronzes, il y a beaucoup de bronzes qui viennent de Vienne. On appelle Ah, oui. des bronzes de Vienne. Ceux qui sont en différentes couleurs sont tous des bronzes de Vienne. Absolument. C'était une des spécificités de la production viennoise. Ce sont ces petits bronzes polychromes. Alors, la plupart du temps, avec des oiseaux, des animaux, des choses charmantes et classiques, et une production un peu plus confidentielle de bronzes érotiques. Et vous en avez quelques exemples. C'est quelle époque, ça? Alors, c'est fin du 19e siècle. Hein. Tout ça, oui. Ouais. C'est assez rare de voir des bronzes érotiques de Vienne. Donc, vous avez mis du temps à constituer tout cet ensemble parce que ça court pas les rues aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est difficile de réunir ces objets car ils sont rares. Tout à fait. J'ai fait le tour des antiquaires de Bruxelles toute ma vie, tous les week-ends. Et j'allais voir aussi les salles de vente. Et il y a des pièces que j'ai achetées à Paris, entre autres cette fameuse clinge de porte qui vient d'une maison close parisienne qui s'appelait le Panier Fleuri. J'ai acheté ça en 2010. 2010 et 2011, il y a eu 2 ventes exclusivement avec des objets érotiques. Ah ouais. Ils n'ont plus fait depuis. C'est assez peu fréquent qu'on les voit passer en vente aux enchères publiques parce que c'est un monde d'initiés qui va s'échanger ces différentes pièces et donc lorsqu'ils passent en vente aux enchères publiques, les prix constatés sont souvent assez importants parce qu'ils sont rares et le public est assez nombreux. Vous avez évalué la valeur de cette collection? On peut dire 1 million d'euros. Ouais. On monte au 3e, on vous suit. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette pièce? Un peu de tout. Un peu de tout. Ah oui, et là vous avez quelque chose d'un peu étonnant. Est-ce que ce serait pas l'ancêtre du préservatif? C'est un ancien préservatif. Il date environ 1830, pour la naissance de la Belgique. Alors il est en quelle matière? C'est des boyaux de mouton. Ah, Oui.
Et donc on a fait un décor imprimé. C'était juste décoratif ou Non, utilitaire? utilitaire. Il n'a jamais été utilisé celui-là. Il a fonctionné, oui. C'était lavable. On les Oui, on le réutilisait. lavait, on le réutilisait. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Et donc ça c'est vraiment spécifiquement anglais. Non, 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 c'est un médecin italien qui a inventé le préservatif Au 19e siècle? au XVIIIe siècle. Ah oui. 18e siècle. Donc ça fait partie des petites raretés de cette vitrine. Alors, on continue la visite. Donc là, on trouve un peu de tout. Des pipes. Des pipes notamment. Des pipes avec des décors. Des dessins, des tableaux. Et ceux-ci sont anciens. Oui, ça c'est flamand du XVIIe siècle. Les deux petits sont sur cuivre, le grand c'est sur bois. Et là c'est l'enlèvement de Sabine. Là c'est Neptune et Amphitrite. Et là c'est Diane et Callisto. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XVIIe siècle, lorsqu'on représente ces grandes scènes mythologiques, c'est évidemment un prétexte pour les peintres pour proposer une scène un peu coquine, puisque vous voyez que ces amours des dieux sont les prétextes à une description de la nudité assez audacieuse à l'époque. Tout à fait. Est-ce que vous alternez les périodes? Par exemple, vous avez une période où vous achetez des tableaux, une période où vous vous concentrez sur les cannes, Non, c'est au fruit du hasard. Et vous vous êtes vraiment fait plaisir en faisant cette collection? Tout à fait. Si c'était à refaire, vous referiez la même? Exactement. J'ai réalisé mon rêve. Génial. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Et puis c'est vrai que ces objets étaient plutôt étonnants. Ah bah bravo, bravo pour cette belle Je collection. ne dirais pas qu'elle vous a fait frétiller, mais je pourrais, là. C'est une collection épatante. on peut le dire. Épatante, voilà, épatante.